Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur France 3 Corse via Stella. Et à la une de l'actualité de ce lundi 11 septembre, Jacques Mariani a-t-il aidé Redouane Faïd dans son projet d'évasion en 2017 ? Une question à laquelle cette figure du banditisme insulaire devra répondre devant la cour d'assises de Paris. Redouane Faïd, braqueur multirécidiviste, y comparaît depuis la semaine dernière pour son évasion un an plus tard de la prison de Réau. Nous serons au palais de justice de Paris dans un instant. Le transport aérien en Corse avec ces informations autour de la délégation de service public 2024-2027. La compagnie catalane aurait déposé une offre de 50 millions d'euros. Celle d'Air Corse y a célébré à 96 millions. Livrée en juillet dernier, les dossiers sont toujours en cours d'analyse. Les négociations pourraient connaître de nouvelles avancées fin septembre. Et si la Corse devenait une terre de rugby avec l'effet Coupe du Monde et après l'engouement autour de la récente venue des Springboks, la Ligue Corse de rugby ambitionne de doubler le nombre de licenciés. Dans ce Corsica Zera, nous évoquerons le développement de ce sport dans l'île avec Jean-Simon Savé, le président de la Ligue Corse de rugby. Et puis l'actualité internationale, c'est ce bilan qui ne cesse de s'alourdir après le terrible séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Plus de 2600 morts à cette heure. Les secouristes continuent de fouiller les décombres dans l'espoir de retrouver des survivants. Des Espagnols, des Britanniques sont là pour les épauler dans leurs recherches. Ce sont 2 des 4 pays dont le Maroc a accepté l'aide. Des bénévoles français sont aussi sur place, même si aucune demande d'aide à la France n'a été formulée officiellement. Deuxième semaine de procès pour Redouane Faïd. Ce braqueur multirécidiviste est une nouvelle fois jugé devant la cour d'assises de Paris. Cette fois-ci, l'audience concerne son évasion spectaculaire de la prison de Réau. C'était le 1er juillet 2018. Un an plus tôt, ce dernier avait tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Fresnes. Jacques Mariani est soupçonné de lui avoir fourni de l'aide. C'est ce qu'affirme un repenti dont la personnalité était examinée ce jour. Sur place, les précisions de Marie-Françoise Stéphanie et Jennifer Capaille. Philippe M, son nom a été changé, est un accusé comme la justice en a rarement vu. Cet homme de 50 ans, ancien candidat aux législatives à Saint-Nazaire, diplômé de sciences politiques, a obtenu le statut de repenti en 2018, puis l'a perdu. Il a conservé une identité d'emprunt pour raison de sécurité. Aujourd'hui, il comparaît derrière un paravent, ne veut pas que la presse ni le public le voient. Pour des raisons de sécurité, il se dit menacé. D'après ses déclarations et d'après des surveillances de police, Redouane Faïd aurait contacté Jacques Mariani pour chercher de l'aide, pour obtenir de l'aide pour un projet d'évasion de la prison de Fresnes en 2017. On a quelqu'un qui, pour s'en sortir, se sent obligé d'incriminer Monsieur Jacques Mariani en se disant que forcément il aurait en fait en face des gens friands de ce genre d'informations, puisque M. Mariani, c'est un petit peu toujours la même chose. Je veux dire, à partir du moment où il est accusé, évidemment, il en paye immédiatement le prix. En tout état de cause, M. Mariani conteste intégralement les déclarations de M. Jérôme Touzin. Il les contestait en garde à vue, il les a contestés devant le magistrat instructeur et il les contestera à l'audience, évidemment. En 2017, Philippe M et Jacques Mariani, héritiers de la brise de mer en liberté conditionnelle à la Baule, deviennent amis. Philippe M devient l'intermédiaire, le conseiller, l'homme à tout faire de Jacques Mariani. Mais selon les avocats de la défense, cet homme étrange au parcours atypique a été envoyé par les services de police. Cet après-midi, ils ont posé de nombreuses questions à l'accusé. Ça se passe dans un milieu dans lequel le Touzin de l'époque n'était pas familiarisé et il tombe sur quand même une grosse pointure du banditisme corse. Comment se fait-il que cette grosse pointure lui a fait confiance, a pu lui faire confiance, alors que dans cet univers, personne ne fait confiance à personne? Voilà la question. L'interrogatoire du repenti Philippe M a duré tout l'après-midi et se poursuit. Les questions sur la personnalité de Jacques Mariani devraient intervenir juste après. Dans l'actualité, en bref, 7 noyades cet après-midi sur une plage d'Olmette où une femme de 70 ans est décédée en arrêt cardio-respiratoire au moment de sa prise en charge par les secours. Elle n'a hélas pu être réanimée. Et puis autre drame sur le littoral, un apnéiste a été très grièvement blessé ce matin après avoir été percuté par l'hélice d'un bateau sur la pointe de Mourtelet sur la commune de Sartène. Âgé de 50 ans, ce plongeur était équipé d'une balise de surface. Il a été pris en charge par le patrouilleur de la SNSM, puis par le SAMU et les pompiers. Ensuite, la victime a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier d'Ajaccio. Un article signé Alain Strombogne est à retrouver sur notre site internet corse.france3.fr.
À présent, le dossier épineux de la délégation de services publics dans l'aérien. On en sait désormais plus sur les offres présentées par les deux compagnies. Celle de Volotea serait 2 fois moins élevée que celle déposée par Air Corsica et son partenaire Air France. C'est ce que révèlent nos confrères de Corse Matin. Les explications de Sybille Bromberg. Une offre 2 fois moins élevée que sa concurrente corse. C'est ce que proposerait Volotea, la compagnie aérienne opposée à Air Corsica et son partenaire Air France dans l'appel d'offres pour la délégation de services publics. En clair, 50 millions d'euros de compensation financière contre 96 demandés par Air Corsica. Déjà présente sur l'île depuis 10 ans, la compagnie low cost s'est positionnée sur les lignes Paris-Orly et Marseille depuis Bastia et Ajaccio. Au moment du dépôt des offres en juillet dernier, les représentants d'Air Corsica se montraient pourtant confiants. Les offres sont conformes au cahier des charges, aux obligations de service public, y compris avec les évolutions qui sont celles décidées par les conseillers territoriaux qui ont voté ce cahier des charges, notamment des nouvelles dispositions en termes d'amplitude horaire pour certaines lignes. Le montant n'est pas le seul critère pris en compte pour départager les candidats. Le service, la qualité, la régularité, la ponctualité ou les conditions de travail des salariés sont aussi évalués par la commission. Le STC, syndicat majoritaire à Air Corsica, lui, est inquiet pour les emplois. Si Volotea devait l'emporter, le syndicat pourrait même appeler à bloquer les ports et les aéroports. Défendre l'entreprise Air Corsica, il y a aussi Air France et surtout les travailleurs. Il y a quand même en tout, il doit y avoir presque 900 emplois et c'est inadmissible qu'on ferme la porte à 900 emplois locaux. Les négociations entre les deux compagnies aériennes et l'Office des transports sont encore en cours. Le vote sur la décision finale aura lieu à l'Assemblée de Corse en novembre. Quel avenir pour la maternité de la clinique de l'Hospédale? Et au mois de mars, dans son plan régional de santé pour la période 2023-2028, l'ARS annonçait la fermeture de ce service. La semaine dernière, un comité composé de médecins, d'élus et d'habitants s'est créé. Un préavis de grève des personnels de la clinique a été déposé et différentes actions annoncées. C'est dans ce contexte que la directrice de l'Agence régionale de santé précise ce soir qu'il ne s'agit désormais plus de créer un centre périnatal de proximité, un CCP, ce que rejette le comité, mais bien de trouver une solution mixte. On n'est pas pour la fermeture de la maternité, ni pour l'ouverture d'un CPP. C'est beaucoup plus complexe, puisqu'on est plutôt sur une logique de réponse à des besoins de santé sur un territoire, avec des outils qui d'habitude ne sont pas forcément conjugués, si vous voulez. Et donc c'est cette subtilité que je souhaitais partager aujourd'hui pour montrer tout notre écoute d'abord, mais aussi le fait que c'est un travail qui demande finalement, comme on sait le faire en Corse, à reconnaître une spécificité qui n'est pas rencontrée par ailleurs. Autre conférence de presse tenue ce matin du côté de FIG, à y parler syndicats agricoles FDSEA ainsi que les jeunes agriculteurs de Corse. Ces derniers s'étaient donné rendez-vous devant une parcelle de 32 hectares qui était sur le point d'être vendue et où, selon eux, l'acheteur aurait pu contourner le droit de préemption de la SAFER dans un secteur soumis à une forte pression foncière. Les précisions de Dominique Moret avec Clément Tranchon. C'est cette vallée-là. Pour Joseph Colombagne et François Tchanfaragne, il y a eu ici, commune de Figuerie, une volonté de contourner le droit de préemption de la SAFER. En novembre 2022, un terrain de 37 hectares avec une partie agricole est mis en vente à 130 000 euros. La SAFER veut préempter et propose 40 000 euros. Le bien est retiré de la vente en mars avant d'être à nouveau sur le marché en août. Cette fois, ce ne sont plus 37 hectares mais 32. La partie agricole a disparu. C'est un espace boisé classé. La SAFER n'y a pas le droit de préempter. Lorsque c'est un banquier non agriculteur qui achète à un prix au-delà du marché agricole et qui utilise ce stratagème pour échapper à la préemption de la SAFER, c'est simplement parce qu'il a d'autres besoins, d'autres envies que de faire de l'agriculture. Et notamment, vous avez vu, on était à côté d'un hameau magnifique. Vous n'êtes pas loin de l'aéroport, pas loin de Bonifacio. Et c'est vrai que c'est des terrains qui pourraient demain, avec le temps, mais lorsqu'on est un banquier, on est la 113e fortune française, on a le temps d'attendre que des choses se fassent. Au-delà de la dénonciation d'un exemple vu comme un cas emblématique, les deux fédérations FDSEA et les jeunes agriculteurs demandent le renforcement des prérogatives de la SAFER, la Société d'aménagement foncier et rural. Paradoxalement, les espaces boisés sont reconnus par l'AOP Charcuterie Corse,
mais aucun organisme ne peut les préempter. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on demande à changer cette loi, il faut la changer à Paris, pour qu'on puisse préempter sur ces espaces qui sont agricoles, et aujourd'hui on n'y arrive pas. Donc, après discussion, on va essayer de mettre en place aujourd'hui quelque chose pour avoir au moins, si c'est possible, le temps de changer cette loi, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, on va essayer de la faire changer, mais au moins en attendant avoir une dérogation. Nous avons créé avec le conseil communautaire un fonds foncier justement destiné à pouvoir acheter du foncier et on a également conventionné avec la SAFER. Donc dans ce cadre-là, et j'ai eu l'accord du président de la communauté des communes, la communauté de communes peut se positionner sur l'achat d'un terrain, mais ne dispose pas du droit de préemption. Volonté de ne pas s'opposer à la pression populaire ou changement de projet. À ce jour, la société qui s'était montrée intéressée se retire. Pour les agriculteurs, c'est le signe que la mobilisation paye, y compris dans l'extrême sud, où la concurrence entre agriculture et tourisme est forte. Agriculture toujours, mais plus léger cette fois-ci. La saison des vendanges se termine en Corse dans plusieurs domaines. Nous avons suivi l'avant-dernier jour de vendange en plaine orientale à Vintiseri, où un jeune viticulteur de 25 ans a repris les vignes familiales et tente de développer son exploitation. François-Albert Bernard, Guillaume Leonetti. Au pied du château de Coasine, à Pousse, la cuvée du même nom. Sur 8 hectares de vignes, il ne reste plus que quelques rangées à récolter. Grégory Inzaïn, à 25 ans, sera à sa 4e année en tant que responsable de l'exploitation familiale. C'est le fruit d'un travail de toute l'année. Et on va voir un peu comment le vin il va être. Cette année, comment ça se passe? Ça s'annonce pour être un bon millésime. Il y a beaucoup de fruits. Beaucoup de raisins, de belles grappes et voilà. Depuis 2020, Grégory a repris ses vignes. Ici, toute la famille participe aux vendanges. Sa mère, qui exploitait le domaine depuis 1991, a réussi à transmettre sa passion. Il a des idées innovantes, il a d'énormes idées et je suis derrière lui à 100%. Mon père serait très très content parce que c'est lui qui l'avait créé et que ça se perpétue, j'en suis très très fière. J'espère que ça ira de mieux en mieux pour lui parce que les temps sont durs mais que ça va progresser. Première étape de la reprise de l'exploitation, renouveler une partie du vignoble et se mettre au goût du jour, notamment en convertissant le domaine à l'agriculture biologique. C'est quand même un domaine qui date des années 70, donc qui n'avait pas trop évolué jusqu'à maintenant. Et là, je me suis formé à peu près pendant 1 an au Clos Colombe en Balagne et je suis revenu avec de nouvelles idées pour améliorer. Malgré ces nouvelles idées, Grégory n'a pas encore de cave. Il va devoir transporter son raisin chez un autre vigneron pour vinifier sa récolte. Le temps de créer son propre bâtiment, il peut compter sur l'aide de celui qui l'a formé en Balagne. J'ai eu la chance de le connaître et qu'il puisse m'aider parce que c'est quand même assez difficile de se lancer quand même aujourd'hui dans l'agriculture. Grégory l'espère. En 2024, il pourra peut-être enfin vinifier chez lui, sur la commune de Vintiseri. Les dernières grappes de raisin, quant à elles, seront récoltées demain matin. Nous vous annoncions hier le décès de Max Simeoni, médecin, homme politique. Il marqua, aux côtés de son frère Edmond, le nationalisme insulaire. Depuis cette nouvelle, les messages se multiplient. Cet après-midi, un hommage religieux lui était rendu dans son village de Lozes et il y avait du monde. Solange Graziani et Christian Giuliano ont assisté à ses funérailles. L'adieu à Max Simeoni a débuté à l'oratoire de l'Immaculée Conception. Les proches du défunt, son épouse, sa fille, son fils, ses neveux Gilles et Marc Simeoni ont reçu les condoléances des Bastiais tout au long de la matinée. La famille nationaliste était présente dans toutes ses tendances pour la génération aujourd'hui aux responsabilités, quelle que soit la couleur politique. Max Simeoni était un exemple à suivre, il suscitait l'admiration. C'est quelqu'un qu'on a côtoyé dans les réunions, qui était toujours de grands conseils, sans jamais trahir sa ligne directrice, la ligne de l'humanisme, de la démocratie. Et voilà, c'est un combattant. C'est une grande figure qui disparaît. C'est un peu un morceau de la Corse qui s'en va aujourd'hui. C'est au village de Lozes, dans le Niol, qu'un dernier hommage a été rendu. Des centaines de personnes étaient présentes, dont des figures politiques bien connues. Paul Félix Benedetti pour Corinne Front ou François Sargentini
Le militant nationaliste de la première heure souligne l'humanité de Max Simeone et sa combativité en politique. Il a créé le PC, il a créé l'ARC, il a tout créé. Il était là. Il nous a toujours. On n'était pas toujours d'accord parce qu'il était contre la violence, mais il était là quand il fallait. Il a tout donné à la lutte et il a fait énormément de choses. Il a mouillé le maillot, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un, moi, que j'estime beaucoup, pour qui j'ai eu beaucoup de respect. Je vivais avec les gens. Il allait voir des malades. Il allait visiter des malades gratuitement. Pendant des années, il a fait ça, Marx. Marx, c'était un homme exceptionnel. Exceptionnel. La messe a été célébrée en corse et en français. Au cours de cette cérémonie, Gilles Simeone a salué le courage physique et moral de son oncle. La cérémonie s'est achevée par le chant du Dio vi salve Regina. Et je vous le disais, le décès de Max Simeone a suscité de nombreuses réactions. Hommage à retrouver sur notre site internet corse.france3.fr. La rentrée continue sur France 3 Corse Viaste. Nous vous présentions dès la semaine dernière la nouvelle mouture de vos éditions d'information. Cette fois-ci, c'est au tour des programmes de faire son retour. Et là aussi, une offre étoffée et des nouveautés. On voit cela avec Caroline Ferrer et Stéphane Lapera. Fin de matinée, ce sont les tout derniers ajustements pour Stéphane Ouchiati avant le lancement de la nouvelle formule de Audier. Le magazine d'infos pratiques de la mi-journée fait peau neuve. C'est désormais lui qui présentera ce rendez-vous quotidien du lundi au jeudi. Davia Bourgeois prendra le relais le vendredi et le samedi. Alors la nouvelle formule d'Audier, c'est un format raccourci, c'est une vingtaine de minutes tous les jours entre midi et midi 20, juste avant le Corsica Prime. Et c'est aussi la nouveauté de cette rentrée, un Audier qui joue les prolongations jusqu'au samedi, puisque le vendredi et le samedi, Davia vous proposera en fait toutes les idées de sortie et tous les événements qui sont à découvrir en Corse. Autre rendez-vous quotidien, l'émission du soir au ton décalé de Florian Carrier, le Via Night Show. Alors il paraît que vous êtes quelqu'un d'adorable, de gentil, c'est vrai ? Non. Bien-être, magazine automoto, documentaire, débat, portrait. Toute une série de nouveaux magazines sont lancés sur des chapeaux de roue dès cette semaine. Et puis une grille de programmes qui est aujourd'hui renouvelée à plus de 80%, qui est bien ancrée dans ce qu'est l'ADN de François Corse Viaste, c'est-à-dire la chaîne de la Corse et de la Méditerranée, avec une politique documentaire, avec des émissions où on parle beaucoup de rencontres, avec des émissions qui sont pour beaucoup d'entre elles itinérantes. Les 80 ans de la libération de la Corse seront également mise à l'honneur. Ça va être l'occasion en fait de développer cette ambition éditoriale d'une grande diversité de programmes, documentaires, cinéma, magazines et produits numériques, qui s'appuie tout autant sur l'info que sur les réseaux sociaux. L'offre digitale de la chaîne est également renforcée. L'an dernier, Viaste a enregistré une audience historique depuis sa création en 2007, notamment le Corsicaser. Dans l'île, un téléspectateur sur deux regardait le journal à 19h. Une offre d'information totalement renouvelée depuis lundi dernier, avec 3 éditions quotidiennes, les magazines de la rédaction et le numérique. Passons maintenant à l'actualité nationale et internationale, avec évidemment les suites du terrible séisme qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan ne cesse de grimper à cette heure. Les autorités du pays font état de plus de 2600 morts et presque autant de blessés. Le Maroc a fait appel pour le moment à 4 pays pour l'aider. Des secouristes espagnols et britanniques sont notamment déjà sur place. S'il y a bien des bénévoles français engagés officiellement, la France n'a pas reçu de réponse, car depuis quelques années, la relation entre Paris et Rabat est compliquée. Léo Seu nous explique pourquoi. 3 jours après le séisme qui a touché le Maroc, Rabat n'a toujours pas saisi la proposition d'aide de la France, lancée par le chef de l'État lui-même. À la seconde où cette aide sera demandée, elle sera déployée et nous nous tenons prêts. En revanche, le Maroc a bien accepté le soutien du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis, du Qatar et de l'Espagne, dont les sauveteurs sont déjà à pied d'œuvre, au milieu des décombres, dans les montagnes de l'Atlas. Entre Paris et Rabat, les relations sont tendues depuis près de 2 ans. En cause, la réduction notamment du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maghreb. Le Maroc reproche également à la France de ne pas reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et cela ne s'arrête pas là.
La France s'est rapprochée de l'Algérie. Le Maroc considère que c'est à son détriment. Le signe qui est envoyé par le Maroc, c'est un signe, disons, de réticence vis-à-vis de la France. Un froid diplomatique dont il ne faudrait pas que les sinistrés pâtissent, selon l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Il est important pour la France de mettre son drapeau dans sa poche, de mettre sa susceptibilité dans sa poche et de faire en sorte que cette aide, l'aide française, puisse être acheminée par tous les moyens possibles. En attendant un éventuel feu vert des autorités marocaines, Paris a déjà annoncé une aide de 5 millions d'euros pour aider les ONG actuellement sur place. Oui, pas d'aide officielle de l'État français, mais malgré cela, les associations, elles, peuvent épauler le Maroc. La Corse, dont la communauté marocaine est la première communauté étrangère, a déjà fait savoir qu'elle apporterait son aide financière au pays. À Ajaccio, Yann Bénard s'est rendu ce matin dans les locaux de l'association Perabage, qui se mobilise également et se dit prête à apporter sa contribution solidaire, malgré ce contexte diplomatique tendu. Les rapports entre la France et le Maroc, on n'a pas tout à fait tous les éléments pour comprendre cette situation, mais on a la possibilité de dire que c'est de la géopolitique. La France, dernièrement, a décidé de réduire le nombre de visas à l'égard des Marocains, et je pense que c'est aussi une réaction. D'ailleurs, en avril, lorsque nous y sommes allés, nous avons eu quelques difficultés d'ailleurs à dédonner le matériel, mais c'était déjà, on va dire, un sujet qui nous dépassait. C'était des relations entre la France et le Maroc, et ces relations-là, nous, en tant que monde associatif, on n'y peut pas grand-chose. Allez, l'actualité internationale, c'est aussi la Coupe du monde de rugby qui bat son plein. Hier soir, les Springboks, que nous avons eu l'honneur de recevoir dans l'île, ont réussi leur entrée dans la compétition en battant l'Écosse au stade Vélodrome. Le rugby et le développement de cette discipline en Corse, c'est le thème de notre page sport du lundi. Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver après cette trêve estivale. 19h24 le lundi, ce sera désormais le nouvel horaire pour votre magazine des sports dans le Corsicaser. Et pour cette première, Jean-Pierre Lec m'accompagne ce soir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Pascal. Et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Simon Savelli, le président de la Ligue Corse de rugby. Alors avant de revenir un peu plus tard dans l'émission sur le rugby en Corse, je sais que vous étiez au Stade de France vendredi soir, hier soir à Marseille. Un mot sur les matchs de l'équipe de France et des Springboks. Déjà, bonjour à vous. Oui, effectivement, j'étais à l'ouverture de la Coupe du Monde. C'était quelque chose de magique. Et j'avais l'impression de rêver avec une organisation qui faisait rêver même les plus jeunes et moi-même. Alors, le match en lui-même a été très difficile à la première mi-temps, mais l'équipe de France a eu un sursaut et a su l'emporter haut la main. J'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Et j'espère sincèrement. C'était magique aussi. Et après, notre équipe de cœur, les Springboks, qui était aussi à Marseille hier et qui était extraordinaire. Ils ont montré toute leur puissance et je crois que ça va monter crescendo. On reparle de tout à l'heure. En attendant, Jean-Pierre, on va dérouler l'actualité. Alors, pas de football professionnel pour cause de trêve internationale, mais on jouait quand même chez les amateurs. Oui, vous l'avez dit Pascal, pas de rencontres en Ligue 2, mais il y avait des rencontres en National 3 et on va découvrir en palette les résultats de cette troisième journée avec, vous le voyez, dans la poule A, Corté et Agde qui ont fait match nul 0-0, Istres qui s'impose 2-0 face au Gallia Luciane. Et on va voir dans l'autre poule où se trouvent les clubs corses, c'est la poule H, avec Saran qui s'est imposé sur le score de 2-0 face au Sporting Club de Bastia. L'ACA qui a été tenu en échec, un but partout sur son terrain par la réserve d'Orléans. Et enfin le carton du FC Balagne, Pascal, qui s'impose 4-0 face à Montrouge. 3 journées disputées, donc on va dire que ça se passe plutôt bien, notamment pour la Balagne qui est en tête de son groupe. Et on ne va pas s'en plaindre, Jean-Simon Savelli. Absolument pas. Après le futsal, c'est parti depuis 2 journées pour l'ACA dans le championnat de D1. Samedi dernier, c'était la première rencontre à domicile pour les ACistes. Et elle s'est soldée par une défaite 4-2 face à Laval, le champion de France en titre. On voit tout ça avec vous, Jean-Pierre, et Jacques-Paul Stéphanie. Un Palatine bien rempli avec plus de 800 spectateurs. Un adversaire de taille est Laval, le champion de France en titre avec son maillot noir. L'A-D1 de futsal débarque à Ajaccio pour la première fois de l'histoire. On joue seulement depuis 6 minutes dans cette première période et les visiteurs vont sur ce corner ouvrir la marque grâce à Ivo, l'un des Brésiliens présents dans les rangs lavallois.
Malgré du mieux dans leur jeu, les Ajacciens, suite à cette contre-attaque adverse, plient une deuxième fois. Bakali trompe Mainvilliers et Laval mène 2-0. Quasiment dans la foulée, nouveau coup dur dans le camp insulaire. Étienne Rubion, pour cette main dans la surface, va être expulsé par l'arbitre après un temps de réflexion. Le pénalty est ensuite transformé par Napoléès, 3-0 au terme des 20 premières minutes. Je pense qu'en première mi-temps, on a manqué de rythme quand même. Je pense qu'on a peut-être un peu craint trop cette équipe, un peu trop respecté. Maintenant, on a su rectifier ça sur la deuxième période et on a mis beaucoup plus d'intensité, ce qui leur a posé beaucoup plus de problèmes. Très pressant, les Mayennais poussent Saïd à la faute. Ivo en profite et Laval prend le large dans cette rencontre grâce à un 4e but. Dos au mur, les assistes jouent sans pression la fin de partie. Ils sont récompensés d'abord après une action solitaire de Soukouna. Majid Saïd réduira le score dans les derniers instants malgré une belle seconde période. L'ACA s'incline au final 4-2. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas à rougir. On a sorti un gros match face à, comme vous dites, l'ogre de ce championnat qui va jouer la Ligue des Champions. Je pense qu'on les a bien embêtés et c'est bon, c'est vraiment bon pour la suite. Nous, on sort de ce match avec l'espoir de vraiment aller chercher l'objectif qui est le maintien. Début compliqué pour l'ACA avec 2 défaites en 2 journées. Des Blancs et Rouges qui se déplaceront dans 15 jours à Paris pour y défier la Casa Futsal. Un mot de natation à présent avec la 6e édition du défi de la baie de Calvi. Il s'agit de nage en eau libre. C'est un des 4 rendez-vous que compte cette discipline en Corse. Et vous y étiez, Pascal, en compagnie de Guillaume Leonetti. Il n'est pas encore 8 heures. Ce dimanche, la baie de Calvi ressemble à un lac. Un calme qui n'est qu'apparent. Sur la plage, quelques 150 adeptes de la nage en eau libre sont là. Femmes, hommes, enfants, licenciés en club, amateurs ou touristes. Il y a à peu près tous les profils. L'intérêt déjà, c'est qu'on est en pleine nature. La piscine, au bout d'un moment, c'est assez barbant, quoi, de faire des longueurs. C'est toujours pareil, tandis que là, en eau libre, on est vraiment dans un cadre naturel, on est dans l'eau, c'est plus sain, je pense aussi. Différents profils, différentes distances également, 500, 1500, 3000 ou encore 5000 mètres. Objectif, toucher le public le plus large possible. Là, on n'est pas du tout entraîné, on a préféré faire le 1500 mètres. Donc sinon, on fait 2 ou 3 kilomètres. Un tiers des participants étaient des continentaux. Le vainqueur du 3000 mètres vient de Saint-Germain-en-Laye. La nage en eau libre, il s'y est mis lors de la fermeture des piscines pendant la crise sanitaire. Depuis, il pratique dans des lacs proches de sa région. Là, il apprécie les conditions optimales. C'est top, l'endroit est hyper sympa. Le tour aussi, la boucle, on voit les poissons. C'est pas comme dans le reste de la France. C'est beaucoup plus sympa, c'est très joli en tout cas. En Corse, sur les 2429 licenciés que compte la natation, 176 sont adeptes de la discipline en eau libre. Une Coupe de Corse en 4 étapes existe depuis 3 ans. Allez, il est l'heure de nous tourner vers notre invité Jean-Simon Savelli pour parler rugby. Alors la Coupe du Monde, on l'a dit, a débuté vendredi, mais pour la Corse, la fête a commencé avant. On va voir quelques images de la venue des Springboks, puisque les champions du monde étaient en Corse avant la Coupe du Monde. La Corse, aujourd'hui, pendant qu'on échange, donc on revoit ces images, c'est 18 clubs de rugby, dont 4 nouveaux, Zonza, Cargès, Propriano et le Cap Corse, 2500 licenciés. Alors, est-ce qu'on peut parler déjà d'un effet Springboks et Coupe du Monde ou c'est trop tôt pour le nombre de licenciés ? À mon avis, ça serait un peu trop tôt. Et ça serait un peu prétentieux. Attendant que la Coupe du Monde soit terminée, je pense que l'effet y sera à ce moment-là. 2500 licenciés, vous tablez sur combien ? Entre 4500 et 5000, sans aucune prétention. Donc le double. Oui. Un mot sur les événements à venir en Corse pour la promotion du rugby. Ils vont être nombreux, comme c'est le cas depuis le début de votre présidence. Il y aura des matchs amicaux avec des équipes du top 14 qui vont venir. Il y aura aussi, je crois, l'équipe de France qui devrait se jauger aussi dans quelques mois. Oui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, le premier donc, a fait très court, c'est le 13 octobre, avec la venue du MHR, donc Montpellier contre Castres à Foriagne. Le second, je me suis positionné pour recevoir l'équipe de France féminine en tournoi de 6 nations délocalisé donc, sur Foriagne aussi, donc on attend juste une réponse. Et ce qui est tombé hier soir, c'est que les Fidjiens, A7,
vont venir préparer les Jeux Olympiques sur notre territoire corse avec l'équipe masculine et féminine. Donc on a désormais un petit peu, vous avez désormais l'habitude d'organiser ce genre d'événement, hein, puisqu'il y a des grands noms du rugby français qui sont venus, le Stade français, Montpellier. Sur ce point, vous sentez que ça a été bénéfique d'attirer ces équipes professionnelles et de voir dans l'œil des enfants bien leur passion là devant eux? Vous savez, lorsque nous avons pris la Ligue, la chose qui m'intéressait, c'était de montrer à nos gamins et rugbyman et rugbymen que tout est possible à partir du moment où on s'en donne les moyens et qu'on fait ça sérieusement. Force est de constater aujourd'hui, c'est que nous avons tellement rayonné, et sans prétention encore une fois, pardonnez-moi si ça peut paraître comme ça, c'est qu'aujourd'hui, la Corse est considérée comme une île qui peut organiser, qui sait organiser les choses, mais avec un sport, avec un grand S pour tous les sports. Il faut nous soyons complémentaires en tout. Alors Pascal l'a dit, les Springboks qui étaient dans le cadre de leur préparation en Corse, eh bien, ils ont passé une semaine sur notre île. Ils ont notamment procédé à l'entraînement avec des enfants de toute l'école du rugby corse. Ils étaient presque 400 à avoir participé à ce moment exceptionnel pour eux. On revoit tout ça justement avec les images qui sont signées Guillaume Leonetti. Un petit signe au caméraman, un deuxième, puis un troisième. L'excitation de ces enfants est palpable, mais elle n'a rien à voir avec notre présence. Ils attendent les Springboks. Cette fois-ci, leurs champions du monde sont là, et rien que pour eux. Bonjour. Au début, on m'avait dit que c'était les All Blacks, mais j'avais pas compris. À la fin, j'avais compris que c'était les Springboks. Donc, quand j'ai appris ça, j'étais heureux. Je pensais qu'à ça. J'avais tellement hâte. Et là, d'être avec eux, c'est une grande chance. Là, on va mettre 2 en défense et 3 contre 2. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne là. Une grande chance, surtout que les Sud-Africains ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils prennent leur rôle très au sérieux, sans se forcer. Il a mis un bon cartouche là, non? C'est quand même un rêve de faire ça. Ça se voit qu'il y a les enfants avec les grands sourires comme ça. Ça nous plaît beaucoup, énormément. Et en plus, tu sais quoi, c'est le souvenir comme ça. On se rappelle un jour après, le rugby est fini. C'est ça qui est important dans la vie. Parlez bien, hein, montrez la main pour le target. Oui. Parlez bien, montrez les mains, les consignes fusent, pas forcément immédiatement appliquées, mais ce qui frappe, c'est la concentration des enfants. Il m'a dit d'appuyer le ballon et de bien mettre les mains. C'est important que ce soit lui qui te le dise? Ah bah oui, parce que il a vécu, donc il va nous le retransmettre. Qui sont un petit peu plus attentifs et c'est normal, hein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être coaché par une équipe championne du monde. Pour nous, c'est du plaisir, là, vraiment, c'est un moment de partage et de plaisir et d'échange. Que restera-t-il techniquement de cet entraînement? Ces moments intenses de partage, largement médiatisés, vont-ils dropper les inscriptions? L'avenir nous le dira, mais eux pourront dire « on a vécu ça ». Du pur plaisir. Je trouve que c'est très bien qu'ils viennent en Corse pour juste jouer avec nous et ça nous fait beaucoup plaisir. C'est les plus beaux souvenirs de ma vie, je trouve. C'est beau, c'est le rugby, mon sport préféré, et Springboks. Allez, encore quelques instants de magie et le rêve prendra fin. Mais des centaines d'autographes signés, des milliers de photos seront là pour témoigner qu'à l'été 2023, les géants du rugby avaient choisi la Corse pour leur semaine de préparation à la Coupe du Monde avant de se retrancher dans leur camp de base à Toulon. Alors un mot, Jean-Simon Savelli, sur la Ligue Corse de rugby que vous présidez. Il y aura cette saison 3 clubs, notamment en Régional 1 et le RCA en Régional 2. Est-ce que c'est possible de revoir, on voit que c'est compliqué de retrouver le niveau de la Fédérale 3 un jour en Corse. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y crois fortement. Je crois fortement et nous sommes en train de travailler depuis 1 an, voire 2 ans aujourd'hui. J'y crois et je crois même aussi que nous arriverons à créer une équipe en Fédérale 1. On sait que le rugby aujourd'hui, c'est devenu un sport de plus en plus compliqué. Il faut des moyens pour évoluer à ces niveaux-là.
Il faut des moyens, oui. Mais je pense que les moyens, si on a les capacités de monter en fédéral 3, 2 et 1, je pense que les moyens, on les trouvera. Et on mettra tout en œuvre pour les trouver. Avant de revenir vers les moyens, qui sont aussi une sorte de collaboration, notamment avec Montpellier, on va s'intéresser justement au cas du RCA qui pensait se maintenir en R1. Mais non, suite à une décision de la Ligue, on en reparle tout de suite après, on regarde le sujet. Cherche quelqu'un à qui tu peux faire la passe. Les premiers exercices ont déjà commencé et les inscriptions aussi. Au Racing Club Ajaxien, en cette année de Coupe du Monde en France, on s'attend à dépasser de loin les 280 licenciés de l'an dernier. Nicolas vient d'arriver en Corse pour compléter sa formation d'éducateur sportif et pour porter le maillot floqué du numéro 9 de l'équipe senior du RCA. Mais suite à une décision de la Ligue PACA de rugby qui organise le championnat, cela ne sera pas en Régional 1 mais en Régional 2. Même en les ayant vus jouer, en suivant les résultats, c'est super frustrant. Parce que ça veut dire qu'il y a 4 clubs sur 12 qui descendent d'une division. Donc je trouve que ça fait quand même beaucoup. Sachant qu'en général, à ce niveau-là, c'est plus un ou deux clubs qui descendent. Donc c'est un peu, je trouve, injuste. Il est vrai qu'après une saison chaotique, le RCA a fini le dernier championnat en 9e position sur 12 au classement de la R1. Après sa bonne prestation au championnat de France, le club aurait dû profiter du désistement d'une équipe de sa poule pour se maintenir. Et sans arracher le gazon, on touche pas au gazon. Mais la Ligue PACA en a décidé autrement pour éviter un 4e déplacement sur l'île aux clubs continentaux, car 3 équipes insulaires évoluent déjà en R1. Déçus, mais pas abattus, on va tout faire pour remonter l'année prochaine et pour être un R1, en espérant que les autres clubs corses se maintiennent aussi, comme ça il y aura 4 clubs corses. Et là, ils seront obligés de nous mettre et ils se débrouilleront eux, parce que nous aussi, on se frappe le dépassement. Un week-end sur 2, on part sur le continent. Là, on est une poule de 12, donc ça fait 11 déplacements sur le continent. C'est pas évident non plus pour nous. Jointe par téléphone, la Ligue PACA n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Et les efforts conjugués du club et de la Ligue corse de rugby durant tout l'été n'ont jamais obtenu de réponse. Une attitude cavalière que dénonce le président du club. Depuis que je suis dirigeant, on fait nos budgets avec 10 déplacements dans l'année sur le continent, 10 déplacements par catégorie. C'est-à-dire qu'on a les cadets, on a les juniors, on a les seniors, tous les clubs corses. Mais nous, ça ne leur pose pas de problème que ça nous coûte des sous. Par contre, il faut que ça leur coûte 0 de venir en Corse. Reprise malgré tout du championnat pour le club ajaxien le 16 septembre à 14h30, ici au stade de Sarola-Carcopil. Le RCA reçoit Sisteron, équipe de Régional 2. Nul doute que les joueurs comme ces petits sportifs auront à cœur d'offrir à leur public le meilleur de leur jeu, avec pour objectif la remontée. Alors votre avis sur cet événement, le RCA donc, qui a été refusé par la Ligue du Sud d'évoluer en Régional 1, Jean-Simon Saveil. C'est dommageable surtout qu'on évoque des moyens de déplacement des équipes continentales pour venir en Corse, des moyens financiers trop chers. C'est complètement, pour moi, c'est complètement déloyal. Et d'ailleurs, j'ai écrit au président Riza en lui disant que la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas normale et que dorénavant, la relation de confiance qui s'était instaurée entre les Ligues Corse et la Ligue Sud était terminée. Le RCA a le droit de jouer en Régional 1 de par le fait qu'il y a des règlements qui sont là. Le RCA, effectivement, l'année dernière, par 2 forfaits, est descendu en Régional 2, mais il se trouve qu'une équipe en Régional 1 ne peut pas y rester, parce qu'elle n'a pas les moyens, ou parce qu'elle n'a pas envie, ou parce qu'elle n'a pas trouvé le joueur. Donc automatiquement, c'est le RCA qui devait remonter. Et ils se servent d'une idée, mais complètement, pardonnez-moi l'expression, stupide, en disant que c'est des moyens. C'est complètement faux. Quand on a une compétition commune, et je leur dis de nous faire participer justement à la création de ces poules, ils se permettent de ne pas nous inviter à travailler avec eux. 2, ils m'envoient le document à signer. Alors, inutile de vous dire que je n'ai rien signé du tout, puisque nous n'avons pas été conviés à cette création, et que je leur dis simplement, au lieu de faire une poule de 12, faisons une poule de 2 poules de 6, avec 2 clubs de Corse de chaque côté, afin que nous puissions diminuer le coût pour ceux qui viennent et pour ceux qui partent aussi. Vous pensez avoir gain de côte ? J'espère l'avoir, parce que je ne le lâcherai pas. Je suis solidaire à 3000% du RCA. Alors, cette émission avance, donc moi j'aurais voulu qu'on aborde le Seven, donc le rugby. On en est au balbutiement en Corse, puisque, si je ne me trompe pas, c'est la 3e année. On en est où, justement? Ça progresse vite? Le Seven en Corse avance très très bien. Nous avons la chance d'avoir Fabrice Orsini, qui est un des pionniers avec notre ami Couchot, Philippe, et qui ont participé à cette création. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de tournois.
développement pour pouvoir monter dans une catégorie supérieure qui s'appelle l'élite. Et nous avons fini 5e national. Et ça a payé parce que 2 de nos jeunes, un qui est d'Ajaccio et un qui est du RCL, pardon, de Wuchan. Jérémy Loubik et Lothaire Adoubati. Tout à fait ça. Ils ont commencé d'ailleurs hier sous contrat avec le MHR. Ils ont été pris par le MHR pour jouer le Super 7 avec des professionnels. Donc moi je suis très très content, très heureux pour eux. À eux maintenant de faire le job. Qu'est-ce qui plaît très vite dans ce sport par rapport au rugby à 15? Qu'est-ce qui plaît dans ce sport? La rapidité du jeu. La rapidité du jeu, les espaces beaucoup plus ouverts et puis une connaissance physique extraordinaire en plus. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, je voulais signaler sur notre site web un article signé Sébastien Bonifay sur l'histoire du rugby en Corse. Je suis sûr que ça va vous intéresser, Jean-Simon Savelli, avec notamment 2 témoignages de pionniers de la discipline dans notre île, des prémices au début des années 60 à aujourd'hui. Vous y découvrirez bon nombre d'anecdotes. Voilà, très vite, vous allez nous rappeler les principaux rendez-vous rugby. Donc les Fidjiens, c'est pour quand la venue des Fidjiens? La venue des Fidjiens, c'est après la Coupe du Monde, avant que les JO commencent, puisqu'ils sont actuellement champions du monde A7, mais aussi féminin, et en plus champions du monde A7. Donc ils viennent se préparer sur notre terre corse, et j'osais dire, nous acceptons tous les champions du monde d'ailleurs, et les futurs. Voilà, la Corse, décidément terre d'accueil pour les sports de haut niveau, puisqu'on va le voir récemment, c'est l'équipe de France de judo avec féminine qui est venue en stage à Ajaccio, bien sûr stage de préparation en vue des JO de Paris. Et dans quelques jours, c'est l'équipe masculine de France de sabre qui viendra. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la suite de l'information. Nous, on se retrouve lundi prochain et il sera question de futsal. Voilà, c'est la fin de votre Corsica Zera. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Avant de se quitter, un rappel du principal titre de l'actualité de ce lundi 11 septembre avec cette question. Jacques Mariani a-t-il aidé Redouane Faïd dans son projet d'évasion en 2017 ? C'est ce qu'affirme un repenti dont la personnalité était examinée ce jour. Une interrogation qui examinera notamment la cour d'assises de Paris durant encore 6 semaines. Redouane Faïd y comparaît depuis lundi dernier pour son évasion en 2018 de la prison de Réau. Restez avec nous, l'information continue. Wagours avec votre Noutidia, elle est présentée ce soir par Pierrick Nannini. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Bonne